Bonsoir pour cette nouvelle rencontre de la médiathèque centrale de la métropole de Montpellier, en partenariat toujours avec l'Institut Confucius. On les remercie. C'est de ce cycle sur la Chine, c'est la troisième conférence. Ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir Chantal Chen-Andro, qui est maître de conférence honoraire à l'Université Paris Diderot et qui est spécialiste de la littérature chinoise, qu'elle a à la fois étudiée et aussi traduit. Donc elle la connaît vraiment de l'intérieur, de la littérature chinoise contemporaine, ce qui est déjà pas mal. Évidemment, pas toute la littérature, parce que là, ça serait... Je ne doute pas que vous êtes très, très, très doué, mais là, ça serait quand même un peu difficile pour vous. Et donc, elle va nous parler de plusieurs auteurs, dont vous savez que certains auteurs contemporains chinois, il y en a 2 au moins qui ont obtenu un prix Nobel de littérature. Donc, c'est une littérature qui n'est pas simplement, qui ne s'est pas arrêtée avec la Révolution et avec la chute de l'Empire. Donc c'est une littérature tout à fait vivante et donc on s'en réjouit et on a pu d'ailleurs lire certains de ses livres récemment et je pense qu'on prendra toujours plaisir à lire ceux qu'on n'a pas lus. En tout cas, merci madame de nous présenter cette littérature et merci encore à l'Institut Confucius. Merci pour votre accueil. Voilà. Donc en fait, c'est un petit peu un marathon que je vais faire aujourd'hui, parcourir en 1 heure l'histoire littéraire de la Chine au XXe siècle. C'est une entreprise quand même qui peut paraître vraiment, mais qui est certainement réductrice. J'ai pris le parti de parler de quelques auteurs, poètes ou romanciers, tout en replaçant leur aventure d'écriture comme autant de jalons dans cette grande histoire tumultueuse qui a connu bien des aléas. Et en effet, la littérature chinoise du XXe siècle n'est pas gaie. Elle suit le destin tragique de la Chine, et voici une liste de faits, un peu comme une litanie. 1901, les traités inégaux. 1936, la guerre de résistance contre le Japon sur fond de guerre civile, les communistes contre le Kuomintang. 1957, la campagne anti-droitier. La grande famine qui suivra le bond en avant, lancée en 1958, avec 36 millions de morts entre son lancement et jusqu'en 1962. 1966, la révolution culturelle. 1976, la bande des 4. 1979, nouvelle atteinte à la liberté d'expression. 1983, la campagne contre la pollution spirituelle. 1989, Tiananmen. Je vais donc suivre l'ordre chronologique et diviser cette présentation en 4 parties. Tout d'abord, le contexte avant le début du siècle, 1898-1919. La rencontre avec l'étranger avant le XXe siècle, car ça a toujours été, pour la littérature chinoise, source d'enrichissement. Il y avait eu des échanges commerciaux dès le IIe siècle avant notre ère, par la route de la soie. Au 1er siècle, le bouddhisme entre en Chine par la route des oasis, et le moine Xuanzang l'emprunte au 7e siècle pour se rendre en Inde en quête des canons bouddhiques. L'introduction de ces textes bouddhique aura une grande influence sur les débats d'idées et sur la littérature, avec l'emploi d'une langue plus vernaculaire et l'apparition de genres littéraires nouveaux. Marco Polo empruntera cette route de la soie au XIIIe siècle. À partir du IXe, les échanges se font aussi par les voies maritimes. D'ailleurs, Marco Polo repartira par les mers. Au XVe siècle, l'amiral Zhang He fera plusieurs voyages en empruntant les mers du Sud. Puis, il y eut l'arrivée en Chine du jésuite Matteo Ricci aux alentours de 1600, suivi par d'autres jésuites jusqu'à la fin du XVIIIe, avec notamment, au niveau des connaissances scientifiques, l'introduction d'outils comme la Mappemonde de Ricci et la cosmologie de Kepler. Dès la première guerre de l'opium, 1840-1842, les hommes politiques chinois se tournent vers le monde, intéressés surtout par les avancées de l'Occident et du Japon dans les domaines de la science militaire et des sciences. Mais pour ce qui est de la littérature, c'est à la fin du XIXe siècle seulement que l'influence occidentale se fera vraiment sentir dans ce domaine. Très peu de livres, d'ailleurs, des littératures étrangères, avaient été publiés en traduction. Pour la deuxième partie du XIXe, on peut les compter sur les doigts. De 1899 à 1916, le chiffre passe à 800. Alors quels sont ces livres que les Chinois ont traduits à la fin du XIXe siècle
et au début du XXe, des romans policiers, des romans politiques japonais, des romans d'amour, des romans entre guillemets scientifiques. En 1908, une statistique donne 80% des publications comme traductions. Les traductions représentent 80% des publications littéraires en Chine. Alors, parmi ces grands passeurs de textes, on peut en citer deux. Donc, vous avez leur nom affiché sur l'écran. Vous avez Lin Shu. Alors, Lin Shu, lui, a traduit, entre autres, Walter Scott, Dickens, Cervantes, Hugo, Shakespeare, Dumas fils, La Dame aux Camélias. Alors, la Dame aux Camélias a beaucoup plu aux Chinois. Ça a fait un tabac, évidemment, parce que les histoires de courtisanes en Chine, on en connaissait pas mal, et ça leur rappelait un petit peu la littérature chinoise ancienne. Alors, l'autre passeur est Yan Fu. Lui a traduit plutôt des idées, des philosophes. Rousseau, Montesquieu, Spencer, Huxley, Darwin. Ils traduisent en langue classique. Alors ça, c'est très important, c'est-à-dire la langue des lettrés. Ils traduisent en langue classique, et leurs traductions ne sont pas vraiment des traductions, ce sont plutôt des adaptations au goût chinois. D'ailleurs, Lin Shu disait « il faut siniser l'Occident ». Donc il ne connaissait pas les langues étrangères. Il travaillait avec des jeunes gens qui avaient appris le japonais et l'anglais surtout. On peut dire que cette rencontre constitue, après l'introduction des textes bouddhiques au début du premier millénaire, une deuxième incitation à l'ouverture de la Chine et de sa littérature à l'étranger. Alors ensuite, une deuxième cause de l'évolution de la littérature chinoise au début du XXe, c'est les réformateurs. Je n'en citerai qu'un, vous avez son nom là-haut, c'est Liang Qicha. Liang Qicha, d'origine modeste, n'en a réussi pas moins le premier grade des concours du mandarinat à l'âge de 11 ans. C'est quand même une performance. Il échouera à l'étape ultime. Ça veut dire qu'il ne pourra jamais être fonctionnaire. Il s'installe alors à Shanghai, ville ouverte sur le monde, et fort de ce qu'il a lu dans les traductions, justement, il décide de réformer la Chine. En 1898, pendant la période de réforme, qu'on a appelée dite des 100 jours, cette période de réforme des 100 jours avait l'aval du jeune empereur. Donc, Liang Qicha en profite pour lancer un slogan « Révolution du roman », Xiaoshuo Tie Goming en chinois. Il convient de mentionner que le roman était un genre déprécié, a toujours été un genre déprécié dans la Chine classique. Inapte à véhiculer les valeurs prônées par la tradition confucéenne. C'était plutôt la poésie et des genres de prose noble qui avaient l'aval de l'orthodoxie confucéenne. Le roman était considéré comme un genre mineur, même les très grands romans, comme Le Rêve dans le pavillon rouge. S'appuyant sur l'idée que les grandes périodes de prospérité en Occident et au Japon coïncident avec l'épanouissement de ce genre littéraire, Liang Qicha affirme que si l'on veut un peuple nouveau, il faut créer un roman nouveau. Or, le mot « nouveau » est très important à l'époque. Nouveau équivaut à Occident. Nouveau, c'est pratiquement la qualification qu'on emploie pour désigner tout ce qui vient de l'Occident. Donc, il faut créer un roman nouveau. Il s'agit désormais non plus de siniser l'Occident, mais d'occidentaliser la Chine. Mais se pose très vite un gros problème, celui de la création d'une langue adaptée à véhiculer ces nouvelles idées, d'une langue vernaculaire, comprise par tous, différente de la langue classique et permettant d'exprimer les idées nouvelles. En 1898 est créée l'Université de Pékin. C'est aussi quelque chose qui va jouer un grand rôle dans l'évolution des mentalités au début du XXe siècle. Au début, c'est une université impériale. En 1905, fait très important aussi, les examens d'accès au mandarinat, institutions qui dataient du 7e siècle, sont supprimés. Donc, il n'y a plus d'examen, de concours pour devenir mandarin. En 1911, fait très important aussi, la République est proclamée. En 1912, l'Université de Pékin devient nationale, mais elle reste encore marquée par le carriérisme. Les étudiants qui s'inscrivent pensent toujours qu'ils sont dans le système des examens mandarinaux et qu'ils vont, au sortir de l'université, pouvoir obtenir un poste dans l'administration.
Le changement d'esprit interviendra en 1917. Un nouveau président est nommé, qui s'appelle Tsai Ing-wen. Il a reçu une éducation chinoise traditionnelle, mais a étudié philosophie, psychologie et histoire de l'art à Leipzig et a fait aussi des séjours en France. Lui prône les libertés académiques, la liberté d'expression et recrute des professeurs de qualité, dont Rouche et Chen Duxiu, dont nous reparlerons tout à l'heure. Il veut faire de l'université un lieu du pluralisme. Alors tous ces facteurs sont très importants pour comprendre comment une nouvelle littérature est née en Chine au XXe siècle, au début du XXe siècle. Donc il y a aussi le problème des étudiants boursiers qui vont aussi apporter leur pierre à cet édifice. En 1872, des étudiants chinois s'étaient rendus au Japon pour y faire des études. Aucun d'entre eux n'a choisi la littérature comme domaine de recherche. Même ceux qui partent hors du système des bourses, hors du cadre officiel, optent pour les sciences militaires ou la médecine. Ils sont 13 à partir en 1886, 10 000, 6 ans après. Mais quelques années plus tard, ils seront nombreux à changer de discipline une fois arrivés dans leur pays d'accueil. D'abord, on a dit le Japon, ensuite les États-Unis et après l'Europe. Alors voilà, donc voilà poser certaines pierres pour l'édifice de la construction d'une nouvelle littérature. Donc la révolution littéraire va suivre tout de suite. Les deux artisans les plus célèbres de cette révolution sont justement les deux personnes que je viens de citer, les deux lettrés que je viens de citer, Rouche et Chen Duxiu. Rouche d'abord, il est envoyé comme étudiant aux USA. Il change d'orientation 2 ans plus tard pour la philosophie et la littérature. Ils sont tout en haut du Rouche. Vous avez leur date aussi pour les situer à peu près dans le contexte. Donc il va choisir philosophie-littérature. Et il va militer entre autres pour une réforme de la littérature et pour la création d'une langue vernaculaire plus apte à rendre compte des idées nouvelles. Chen Duxiu, lui, a reçu une éducation littéraire tout à fait traditionnelle. C'est le cas de beaucoup de ces acteurs de la nouvelle littérature chinoise. Il a étudié au Japon. Lui, c'est un iconoclaste. Il rejette la tradition en bloc, et notamment l'influence du confucianisme dans la civilisation chinoise. Il fonde en 1915 une revue qui va jouer un rôle essentiel, qui s'appelle Nouvelle Jeunesse, Xin Qinian. Elle aura pris un nom français, La Jeunesse. Cette revue servira de relais au débat d'idées, notamment sur l'importance de la science et de la démocratie, sur l'humanisme, la liberté individuelle, et, très, très important, elle présentera les littératures et les systèmes de pensée de l'Occident. Après avoir défendu les thèses du libéralisme, Chen Duxiu se convertit au marxisme. Il participera à la fondation du Parti communiste chinois en 1921. Alors, je restitue un petit peu le contexte par rapport à l'Europe et au reste du monde. Pendant ce temps, la guerre a éclaté en Europe. La nouvelle République chinoise est fragile. Les seigneurs de guerre prennent le pouvoir dans les provinces jusqu'en 1928. On assiste au développement d'un capitalisme national chinois dans les grandes villes, avec une augmentation du prolétariat, lequel va vite se mettre en grève contre les capitalistes chinois et étrangers. En 1917, révolution russe. Le nouveau gouvernement soviétique abolit les traités inégaux imposés à la Chine par le régime tsariste et 7 autres puissances. Cette puissance avait signé ces traités inégaux qui maintenaient la Chine dans des conditions économiques épouvantables. Alors je vais les citer quand même parce que Allemagne, USA, France, Grande-Bretagne, Japon, Italie, Autriche. Un intérêt pour les idées socialistes se développe au sein de l'intelligentsia chinoise. En janvier 19, à la conférence de Paris, les droits obtenus par l'Allemagne en Chine sont transférés aux Japonais. Le 4 mai 1919, suite à ces accords de Paris, les étudiants de Pékin descendent dans la rue. Donc cette révolution, elle est littéraire, mais elle devient aussi après politique. Donc ce qui montre que ces 20 premières années du XXe siècle sont marquées en Chine par de grands débats d'idées, présentés dans d'innombrables revues et salons littéraires. Il y en a énormément. Je crois que pour l'année 1900, je ne sais plus laquelle, 400 revues ont vu la naissance en Chine. Il y en a dans toutes les provinces. Et c'est un énorme moyen
de faire connaître les nouveaux textes, et notamment les textes courts, bien sûr, c'est-à-dire la poésie. On va voir que les poètes jouent un rôle très important dans cette révolution littéraire, et les nouvelles. Des petits romans, des romans courts peuvent aussi paraître en feuilleton. Ce bouillonnement aboutit entre autres à la création d'une langue littéraire plus proche du vernaculaire. Cette langue sera adoptée très vite dans les manuels scolaires du primaire dès 1920. Et c'est très important pour le changement des mentalités aussi. Par ailleurs, le changement de statut des écrivains. L'écrivain avant était un lettré, ce n'est plus un fonctionnaire lettré qui vit de sa charge administrative. L'écrivain, le nouvel écrivain, doit gagner sa vie et vivre de sa plume. Donc c'est tout à fait nouveau aussi. Et la situation des écrivains chinois à cette époque a été très très compliquée, très difficile sur le plan à la fois moral, parce que la société changeait, parce que certains étaient encore réticents à changer, et en plus ils avaient vraiment beaucoup de problèmes pour vivre, pour faire vivre les revues. Voilà. Donc on va passer quand même au problème un petit peu aux auteurs. Donc la création, je l'envisage déjà dans une première période, entre 1918 et 1942. Vous comprendrez pourquoi ces deux dates. Entre 1915 et 1925, les Chinois sont passés par l'évolution qu'a connue l'Occident les 2 siècles précédents. C'est-à-dire qu'en 10 ans, les Chinois ont assimilé tout ce qui s'est fait en Occident pendant 2 siècles. Et le problème, cet état de fait s'est reproduit en 1976, après la chute des quatre, la mort de Mao Zedong. Ils ont assimilé en une dizaine d'années, même pas, tout ce qui n'avait pas été traduit, tout ce qui n'avait pas été traduit, c'est-à-dire surtout tout ce qui a été écrit en Occident et dans le monde entier pendant les 50 dernières années du XXe siècle. Pardon. Donc c'est assez effarant. Donc évidemment, la création au départ a suivi, c'est surtout l'imitation. On a imité même la grammaire, on a essayé d'adapter la grammaire occidentale à la grammaire chinoise en créant cette nouvelle langue. On a les idées, bien sûr, et aussi les modes d'écriture. Essentiellement l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis, l'Europe et le Japon. Et on assiste à la naissance d'une nouvelle littérature dans cette langue nouvelle qui s'appelle le Baihua. Bai, en chinois, ça veut dire blanc, ça veut dire aussi facile à comprendre. Et le Baihua, c'est une langue qui est claire, qui n'a pas peur d'employer des mots argotiques, des mots même que les marchands de soupe emploient, pour reprendre une expression de Laoche, et une langue qui surtout peut exprimer la subjectivité de l'auteur. Nous allons voir maintenant quelques auteurs issus de ce mouvement. Si ces derniers, les auteurs sont quand même malgré tout, se reconnaître, ça reste quand même un peu des lettrés, ils sont souvent coupés de la réalité chinoise, du phénomène social, mais malgré tout, on pourra constater dès 1925 un changement. Certains écrivains, comme Lu Xun, dont je vous parle maintenant, très tôt a fait porter sa réflexion sur ce problème de la société, des problèmes de la société chinoise. Alors, Lu Xun, vous avez ces dates là-haut. Il est mort en 1936 de maladie. Il a eu la tuberculose, il est mort de tuberculose. Il n'a pas vécu très longtemps, mais il n'a pas été persécuté comme certains d'autres écrivains. Il réussit le plus haut degré des examens mandarinaux et en 1902, il part étudier le japonais au Japon. Il lit en japonais et en allemand les littératures étrangères. Il est parti au Japon pour faire des études de médecine, mais il abandonne très vite ces études-là. Il est convaincu qu'avant de soigner les corps, il faut changer les mentalités. Et selon lui, la littérature peut le faire. En fait, c'est parce qu'il a vu dans un film des Chinois assister à une exécution capitale et il a été choqué par l'attitude de ses compatriotes. Il a dit que ce n'était pas possible d'avoir une attitude pareille, finalement de voyeurisme. Et c'est à partir de là qu'il s'est dit, ça ne sert à rien, ce n'est pas les corps qu'il faut soigner, c'est les âmes. Donc il a décidé de changer pour la littérature. Alors cette nouvelle, qui s'appelle Le Journal d'un fou, c'est la première nouvelle écrite en baihua, la langue vernaculaire. Elle a été publiée dans la revue Jeunesse, justement. Pour l'auteur, la réforme proposée par Roucheux ne porte que sur la forme. Il faut changer les mentalités, il n'en démord pas. Alors ce fou, qu'est-ce qui lui arrive? Il souffre de paranoïa. Il vit dans la crainte d'être victime d'actes de cannibalisme, car un jour, dans les textes classiques,
quand il a lu le texte, il a lu entre les lignes 2 mots qui apparaissaient. Et ce mot était... Alors en chinois, ces 2 mots, en français, on peut le traduire de différentes façons. En chinois, c'est « cheren », manger de l'être humain, manger l'homme. Et donc, on peut traduire aussi par cannibalisme. Lu Xun va revenir dans une prose datée de 1925, intitulée « Sous la lampe au fil de la plume ». Lu Xun écrit « Ce qu'on appelle la civilisation chinoise n'est en réalité rien d'autre qu'un festin de chair humaine dressé à l'intention des riches et des puissants. » Dans ses nouvelles, ses poèmes en prose ou ses essais et pamphlets, dans une langue chinoise déjà très affûtée, il n'aura de cesse de critiquer avec mordant tout ce qui le révolte dans la société de son temps. Alors je vais vous lire un petit extrait, la fin du journal d'un fou. Alors je n'ai pas la traduction en français par un français, vraiment, donc je n'avais que la traduction parue à l'édition des langues étrangères de Pékin, mais elle est quand même très bien et je n'ai pas eu le temps de retraduire. Donc c'est la fin, ce sont les deux dernières parties. C'est un tout petit texte, c'est pas très long. Le soleil ne paraît plus. La porte ne s'ouvre que 2 fois par jour quand on apporte mes repas. En prenant mes baguettes, je repensais à mon frère. Maintenant, je sais qu'il est cause de la mort de ma jeune sœur. Elle avait 5 ans et était si mignonne qu'on en était attendri. Je revois encore mère, sanglotant sans arrêt, et mon frère la consolant. Sans doute se sentait-il mal à l'aise parce que c'était lui qui l'avait mangée. Était-il encore susceptible d'éprouver un sentiment de honte ? Notre sœur a été dévorée par mon frère. Je ne sais pas si mère s'en est rendue compte. Je pense que mère le savait. Si elle n'en a rien dit au milieu de ses larmes, c'est probablement qu'elle trouvait cela tout naturel. Je me souviens qu'un jour, où je prenais le frais devant la porte du salon, j'avais peut-être 4 ou 5 ans alors, mon frère me dit qu'un fils doit être prêt à se couper un morceau de chair pour le faire cuire et l'offrir à ses parents, si ceux-ci tombent malades, car c'est ainsi qu'on agit en honnête homme. Mère n'a pas protesté. Si l'on peut manger un morceau de chair humaine, évidemment, on peut manger un homme entier. Pourtant, en repensant à ces sanglots d'alors, je ne peux m'empêcher d'avoir le cœur serré. Quelle étrange chose. Je ne peux plus y penser. Aujourd'hui seulement, je m'aperçois avoir vécu des années durant au milieu d'un peuple qui, depuis 4000 ans, s'entre-dévore. Notre jeune sœur est morte juste au moment où mon frère prenait la charge de la famille. N'aurait-il pas mêlé de sa chair à nos aliments pour nous en faire manger à notre insu ? Aurais-je, sans le vouloir, mangé de la chair de ma sœur ? Et maintenant, c'est à mon tour, sous-entendu, d'être mangé. J'appartiens à une histoire qui compte 4000 ans de cannibalisme. Au début, je ne m'en rendais pas compte, et maintenant je le sais. Comment pourrais-je espérer rencontrer un homme véritable ? Peut-être y a-t-il encore des enfants qui n'ont pas mangé de l'homme. Sauvez les enfants. Alors, ceux qui vont combattre sur le terrain, qui militent dans les revues et les cercles littéraires, en fait, ce sont le plus souvent les poètes. Ce sont aussi des traducteurs. Ils sont à la pointe de la révolution dans le domaine de la littérature. Alors, je commence par un poète qui s'appelle Guo Mozhou et qui a été rendu célèbre par le recueil DS. C'est le premier recueil paru en chinois en baihua. Alors, Guo Mozhou, lui aussi, a fait des études traditionnelles avant de se rendre au Japon pour étudier la médecine, lui aussi. Puis, il s'oriente également vers la littérature. Ses connaissances en allemand, en anglais et en japonais lui permettent de lire de nombreux poètes étrangers, dont Goethe et Whitman. Il traduira d'ailleurs Les souffrances du jeune Werther de Goethe. Il fait paraître en 1921 le premier recueil de poèmes en baihua, la langue parlée. Avant lui, des poètes de la fin des Qing avaient essayé de faire entrer dans leur poésie des thèmes nouveaux, mais malgré tous leurs efforts, ils avaient achoppé sur le problème de la langue, qui n'était pas apte à véhiculer ces idées nouvelles. DS est un long poème fait d'imprécations contre l'ancien monde, qui est très influencé sur le plan formel par le vers libre de l'américain Whitman. Le panthéisme qui habite son œuvre, lié à l'expansion libre de l'individualité, l'expression sincère du mouvement des émotions, et c'est à cause de cet aspect de son œuvre qu'il a été taxé de romantique. En 1925, il est attiré par le marxisme. Il prônera le réalisme révolutionnaire
slogan qui sera repris par Mao. Komojo restera toujours un marxiste et il sera toujours échappé à toutes les purges. Il a été très, très, très fort dans ce domaine. Alors, je vais parler d'un autre poète, Winnie Do. Alors, Winnie Do, lui, s'est rendu aux USA. C'était un des premiers étudiants chinois à faire des études aux USA en 1922 pour étudier les beaux-arts et la littérature. 3 ans plus tard, il est de retour en Chine. Et à ce moment-là, il prend ses distances avec l'occidentalisme régnant et se prononce pour une poésie nationale. À l'inverse de Komojo, il écrit une poésie assez corsetée, assez travaillée sur le plan du style, avec des formes régulières, marquées par la musicalité. Les poèmes, quand on les regarde visuellement, ils sont très... On a dit que c'était comme... Vous avez tous vu des morceaux de tofu, de fromage de soja. On a dit que c'était des carrés de soja, de tofu, tellement ils sont réguliers, un petit peu comme les poèmes classiques chinois. Son poème le plus connu est « L'eau morte, Se Shui ». D'ailleurs, un recueil éponyme est paru en 1928. Alors lui, il aura un destin tragique. Il sera assassiné par le Kuomintang. Alors je vais lire quelques textes, quelques poèmes de Winnie Do pour vous montrer le style. Aveu. Je ne t'en compte pas, poète ne suis pas. Bien que j'aime la constance de la pierre blanche, les pins et l'océan, sur le dos des corbeaux, les lueurs du couchant, les crépuscules tissés d'ailes de chauve-souris, tu le sais, j'aime les héros et aussi les hautes montagnes, le drapeau national ondoyant dans le vent, les chrysanthèmes du jaune tendre aux morts dorés. Souviens-toi, ma nourriture était amère. Mais il est un autre moi, en as-tu peur? Penser, telles ces mouches rampant sur les ordures. Donc c'est très différent des poèmes classiques chinois. Je lis un autre, donc L'eau morte, ce texte qui est très connu. C'est un fossé d'eau morte, privé d'espoir. La brise n'y lève pas la moindre ride. Alors, jetons-y quelques ferrailles de plus, versons-y carrément les restes des repas. Peut-être le cuivre verdira-t-il en jadéite. Les boîtes de conserve s'orneront-elles de fleurs de pêcher. Laissons aussi le graillon y tisser une couche de soie. Les bactéries lui offrir quelques nuages irisés du soir. Laissons l'eau morte fermenter en verte eau de vie, où flotteront les perles d'une écume blanche. Les petites perles de rire grossiront, éclateront, mordillées par les moustiques zébrés, ces voleurs d'alcool. Un tel fossé d'eau morte privée d'espoir se vante pourtant de ces maigres éclats. Si les grenouilles ne supportent plus le silence, ce sera, disons-le, la chanson de l'eau morte. C'est un fossé d'eau morte privé d'espoir. Ce n'est vraiment pas la demeure du beau. Alors, laissons le lait le mettre en valeur. On verra bien quel monde en sortira. Alors, quand j'ai lu ce poème, quand j'ai découvert ce poème de Winnie Do, je me suis demandé s'il avait lu la poésie de Baudelaire. Ça, j'ai jamais trouvé de réponse à cette question, parce que c'est quand même je trouve assez frappant. Si vous prenez par exemple le poème La Charogne. En fait, Baudelaire a été connu très tôt en Chine. Il a été présenté dans la revue, justement, La Nouvelle Jeunesse dès 1919 et traduit entre 1919 et 1925, date donc avant la publication de ce poème. Donc il est possible que Winnie Do ait eu connaissance et lu ces poèmes de Baudelaire. Je crois que j'ai oublié. Un autre poète encore, Dai Wangshu. Alors, Dai Wangshu est un poète traducteur, il a beaucoup traduit, et on le considère comme le fondateur de l'école moderniste de la poésie chinoise nouvelle. En 1924, lui, il étudie le français et il vient en France. Il arrive en 1932. Il y va pour la poésie, carrément, pour rencontrer des poètes français. Il se lie avec Etiamble, entre autres. En 1934, il va en Espagne, et là, il traduit pendant son séjour en France et en Espagne Chateaubriand, Mérimée, Reverdy, Valéry. De retour en Chine, il traduira Aragon, Éluard, Sartre, Romain Rolland, Lorca, Cervantes. Et en 1947, alors on reparle à nouveau de Baudelaire, les 24 poèmes des Fleurs du Mal.
lui, il milite surtout pour la vérité du sentiment exprimé. Il a écrit un art poétique, mais son style n'est beaucoup plus libre et moins corseté que celui de Winnie Do. Encore un autre poète, Ai Qing. Alors, Ai Qing apprend très tôt les langues étrangères, mais en 1928, il entre à l'Institut des Beaux-Arts de Hangzhou, qui est très célèbre à l'époque. L'année suivante, il vient en France. Il lit Rimbaud, Apollinaire, Verhaeren, il fréquente aussi beaucoup Montparnasse. En 1932, il retourne en Chine et commence à écrire des poèmes. Il sera arrêté par le Kuomintang et sera mis en prison. Il participera aux causeries sur l'art et la littérature à Yan'an en 1942, on en reparlera. Accusé d'être droitiste en 1958, il est envoyé au Xinjiang. Il sera réhabilité en 1976 seulement, parce qu'il sera aussi critiqué par la révolution culturelle. Pour ma part, c'est un poète que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il écrit jusqu'en 1942, jusqu'à Yan'an, jusqu'à la prise de position de Mao à Yan'an. Il écrit dans une langue qui est tellement simple, mais en même temps très musicale, et c'est vraiment un très... Alors, j'ai pas préparé le texte de lui, j'ai peur que ce soit trop long. Voilà. Alors après les poètes, qui ont joué vraiment un grand rôle, on va passer au début des romans. On a parlé de Lu Xun pour les nouvelles, et là, je vais vous parler de Batin, parce qu'il est assez connu, il a été traduit très tôt en France. Alors Batin, lui, il a reçu une éducation traditionnelle, comme beaucoup. Très jeune, il est attiré par les thèses anarchistes. Il apprend l'anglais, et le nom de plume qu'il s'est donné serait un rappel de celui de Kropotkin, je ne sais jamais le dire, anarchiste russe. D'ailleurs, je n'y arriverai pas, est venu en France, il a séjourné en France. D'ailleurs, il a fait plusieurs séjours en France, alors qu'il était en exil. Il a même fait de la prison en France. C'était quelqu'un qui a voyagé beaucoup en Italie, etc., qui a participé à tous les mouvements un peu libertaires en Europe et ailleurs. Donc, Batin choisit parce que Batin, pour la fin de Kropotkin, donc en chinois, Tin, voilà, il a donc pris cette syllabe pour la fin de son nom de plume. Donc lui, Batin va venir en France en 1927 et 1928, il se perfectionne en français, et de retour en Chine, il participe à la résistance contre le Japon. Au moment de la prise au pouvoir des communistes, il sera un allié du régime, et il va même participer à la campagne anti-droitier contre les autres écrivains. Ça n'empêchera pas qu'il soit critiqué par la révolution culturelle, réhabilité comme beaucoup d'autres en 1976. À partir de ce moment-là, il se consacre beaucoup à la traduction. Alors, j'ai choisi parmi les livres, il a écrit énormément de romans, il y en a énormément traduits, au moins une dizaine en français. J'en ai choisi deux, de parler de deux, Famille et Nuit glacée. Alors, Famille décrit le déclin d'une grande famille de Sichuan à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C'est un roman autobiographique, parce que lui-même vient d'une grande famille de propriétaires foncitériens du Sichuan. Les personnages principaux sont trois frères qui ont chacun des prises de position bien différentes par rapport aux changements politiques, culturels et sociétaux de leur temps. C'est la charnière entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Tandis que le plus jeune, poussé par l'aîné, perpétue la tradition, il se sacrifie pour sauver la famille du naufrage. Le plus jeune, poussé par l'idéal révolutionnaire, veut quitter cette famille dans laquelle il étouffe et rejoindre les rangs des jeunes étudiants qui font la révolution. Alors ce roman, le roman de Batin, est un rappel malgré tout, il me semble, du grand roman chinois, peut-être le plus beau roman chinois que les Chinois n'aient jamais écrit, Le rêve dans le pavillon rouge, écrit au XVIIIe siècle, qui est une peinture de la vie d'une grande famille et qui fait, dans ce roman, on trouve une observation sociologique, beaucoup de réalisme, la psychologie des personnages est très fouillée, ce qui est très rare dans les romans chinois, parce que les Chinois en général s'intéressaient plutôt à une intrigue. Alors on prend l'histoire du début à la fin, il n'y a pas de, on suit la chronologie et puis on ne s'occupe pas trop de l'évolution du personnage. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de l'histoire, en fait, de la situation. Mais c'est aussi un roman plein de poésie. Et c'est écrit dans une langue qui n'est pas tout à fait la langue des lettrés, c'est une langue qui est écrite dans une langue assez populaire, assez vernaculaire,
c'est un chef-d'œuvre de la littérature classique. Donc, on peut dire que Famille est peut-être un rappel. D'ailleurs, Batine, dans son enfance, l'a lu et relu. Donc, je pense qu'il a été très influencé par ce grand roman classique. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est Nuit glacée. Alors, pour ceux qui étudient le chinois, je peux vous dire que Nuit glacée, vous pouvez essayer de vous y coller, parce que c'est un roman qui est écrit très simple. La langue n'est pas difficile du tout. On peut le lire comme ça, même si on ne comprend pas tout, on le lit, on avance, on relit 2-3 fois, et à la fin, on fait d'énormes progrès en chinois. C'est une langue facile, hein, plus facile que Famille. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est une histoire qui raconte, c'est l'histoire d'un Chinois tout à fait ordinaire, qui vit avec sa femme, son fils et sa propre mère. Donc, Batine décrit la faiblesse de cet homme tiraillé entre les deux femmes. On pourrait y voir la situation de la Chine qui doit choisir entre l'attachement aux traditions et la modernité. C'est un roman qui est intéressant parce que la description de la psychologie du personnage, justement, de l'homme faible, parce qu'il a une femme moderne et une mère qui est attachée aux traditions. Et entre la belle-mère, comme c'est souvent le cas, bon, surtout dans les familles chinoises, il y a toujours des conflits entre les belles-mères et les belles-filles. Et une belle-fille en Chine doit absolument servir sa belle-mère. Or, la jeune épouse travaille. En plus, elle travaille et elle est très moderne. Donc, c'est un roman qui est intéressant pour ce... En plus, il est facile à lire en chinois. Alors, on va passer encore à un autre romancier. Oh, oui, je suis désolée, je n'ai pas du tout avancé. Mais... Donc, vous avez les couvertures des deux romans. Voilà. Alors, c'est un autre style avec Chen Songwen. Chen Songwen est originaire du Hunan, une province du sud de la Chine centrale. En fait, lui, c'est un peu un autodidacte. Il n'est pas du tout... il s'est présenté à Pékin à l'examen d'entrée à l'université, mais il n'a pas réussi. Il est en marge de l'engouement pour l'Occident, qui régnait à l'époque dans les milieux littéraires. Il écrira même un pamphlet dans ce sens, j'ai un petit peu oublié, ça s'appelle Alice, c'est un peu ça reprend Alice au Pays des Merveilles, mais c'est l'histoire d'un Chinois qui est confronté à des tas de choses de l'Occident, j'ai un peu oublié. Bon, bref, en tout cas, il se situe en marge de tout ce courant occidentaliste qui fait fureur en Chine à cette époque. Alors, le titre original du roman, ici on dit Le passeur de Chadong, mais en fait, le titre en chinois, c'est La ville frontalière, Bianchang. Ce titre montre son attachement à la culture chinoise et à son pays natal. Son écriture est simple, sensible, au service de la description de la vie rurale de la Chine. C'est la voie qu'il a choisie pour contribuer à l'évolution de cette nouvelle langue littéraire chinoise. Alors, on a souvent employé, pour qualifier ce type d'écrit, le terme de littérature du terroir. C'est un courant qui est présent dans la littérature chinoise tout au long du XXe siècle et qui continue même après la prise de pouvoir par les communistes. Dans les années 50-60, on a deux auteurs, je n'ai pas mis leur nom là, qui s'appellent Zhao Shuli et Liu Shaotrang, qui ont écrit dans cette veine-là. Le courant dit de la quête des racines, dont nous parlerons tout à l'heure, Sun Gun Wenxue, s'y apparente en quelque sorte, et l'écrivain Mo Yan reste attaché à l'idée de partir du local pour gagner l'universel. Alors l'histoire, elle est toute simple en fait, hein. C'est celle d'une jeune fille élevée par son grand-père, et qui arrive à l'âge de se marier. Alors je ne vous raconte pas l'histoire, parce que sinon vous n'auriez... Mais c'est un roman qui est tout plein de fraîcheur, de très belles descriptions de la nature, et qui montre vraiment l'attachement de ces deux êtres, le grand-père et là. Et finalement, il leur arrive des malheurs liés à l'évolution de la société. Un autre auteur qui est un peu dans cette veine-là, et que j'aime beaucoup aussi, c'est Wang Zhangqi, dans les années 80, qui écrit une nouvelle qui se rapproche beaucoup de ce roman, qui s'appelle La Chronique de Dana. Il y a un livre qui a été traduit en français par Annie Curien. C'est aussi une très belle nouvelle. Et Wang Zhangqi reprend ce thème. Et en plus, Wang Zhangqi est un de ceux aussi, comme aussi Chen Songwen, de ceux qui ont fait beaucoup pour la création de ces langues nouvelles, qui l'ont beaucoup enrichi, en apportant aussi, en écrivant une langue très fluide, très claire, mais en mettant aussi des choses de la tradition dedans, ce qui fait que ça a aussi enrichi cette langue classique. D'ailleurs, Wang Zhangqi disait, écrire
un roman, écrire du romanesque, c'est écrire de la langue. Donc c'est vraiment l'importance de la langue. Alors ensuite, un autre grand romancier, c'est Lao She. Alors Lao She est d'origine mandchoue. Il est diplômé de l'école normale de Pékin en 1918. Il part enseigner le chinois en Angleterre de 1924 à 1929 et il découvre les littératures européennes et américaines. Il écrit ses premiers romans aussi en Angleterre. De retour en Chine, il va continuer à écrire. Sans oser rapprocher ses textes de la littérature du terroir, ce que l'auteur met en œuvre sous sa plume, c'est une véritable ethnographie des ruelles de Pékin. Le Pousse-Pousse, qui est publié en 1936, raconte l'histoire d'un jeune paysan qui vient dans la capitale pour gagner sa vie en tant que tireur de pousses, ainsi que la lutte de ce paysan contre l'adversité. Les qualités littéraires, et notamment celles de la langue de ce roman, inspireront les auteurs ultérieurs. Et ce fait, j'ai souvent remarqué cela chez l'écrivain Moyenne. Tout d'un coup, quand je lis un passage de Moyenne, je dis ça me fait penser au tireur de pouces. Et le Pousse-Pousse, c'est vraiment un très beau livre. Moi, je vous le recommande. C'est un des meilleurs livres qu'a écrit Lao She. Les traducteurs sont François Cheng et sa fille en plus. Donc voilà. C'est vraiment une très belle, c'est une langue superbe. Alors, les 4 générations sous un même toit, c'est tout à fait autre chose. Ça, c'est un roman fleuve en 3 tomes en français. Il se passe pendant la guerre de résistance contre le Japon. Et à cette époque-là, Lao She écrit des œuvres d'inspiration patriotique. Donc, ce gros roman est rédigé entre 1942 et 1944. Il sera publié en 1949. 4 générations sous un même toit. C'est l'idéal de toute famille chinoise, que 4 générations puissent vivre sous le même toit, l'arrière-grand-père, le grand-père, le père et le fils. Donc, c'est le cas de cette famille qui vit à Pékin dans un routron, le Petit Barcail. Quand on se promène à Pékin, on peut encore trouver quelques traces. C'est d'ailleurs là où a vécu Lao She. C'est pas très loin du temple de la sauvegarde nationale, c'est pour ceux qui connaissent Pékin, mais ça vaut le coup d'aller faire un tour. C'était resté il y a encore quelques années vraiment une ruelle typique. Donc ça montre la vie d'une famille tout à fait ordinaire de Pékin et les conflits engendrés par cette l'occupation japonaise. Alors, la dernière génération notamment est composée de 3 frères. Tiens, on retrouve Batine, on retrouve Le rêve dans le pavillon rouge. Qui ont une attitude très différente sur le mode de vie et la conduite à adopter face à l'occupant. C'est un livre qui est intéressant, mais c'est un pavé. Mais ça se lit bien, Bon, ça se traduit assez vite aussi, je trouve, parce que c'est pas trop... Il y a l'histoire, donc c'est intéressant. Après la création de la République populaire de Chine, Lao She se rapproche du nouveau pouvoir. Il n'en sera pas moins critiqué et brutalisé dès le début de la révolution culturelle, et il mourra peu après cette séance assez brutale. Alors certains disent qu'il s'est suicidé, d'autres disent qu'il est mort suite à... On ne sait pas, peut-être on ne saura jamais. Sa femme prétend que non. Bon bref, ça c'est l'anecdote, c'est pas très intéressant. L'important c'est que vraiment il a été très, très maltraité. Alors voilà, donc on arrive à la 3e période, qui va aller de 1942 à 1976, c'est-à-dire pratiquement à la prise du pouvoir des communistes, jusqu'à la mort de Mao Zedong et le changement de régime. Je fais quand même aussi un bref rappel politique, parce que... Oh là là, on a commencé en retard en fait. On peut continuer. On doit s'arrêter à quelle heure en fait? 20h, c'est ça? Parce que du coup, je n'ai pas du tout parlé de la période contemporaine. Un quart d'heure? D'accord. Parce que, oui. C'est important de resituer dans le contexte, il me semble, non? Bon, alors je vais essayer d'aller plus vite là. Donc on avait dit que la République chinoise avait été instaurée en 1911. Donc il y avait eu une période d'instabilité politique et économique très grande. Et Sun Yat-sen s'était tourné vers l'Union soviétique
pour obtenir l'aide du gouvernement soviétique contre les seigneurs de guerre qui tenaient tout le nord de la Chine. Le Parti communiste chinois, qui avait été créé en 1921, s'était allié à lui. À la mort de Sun Yat-sen, l'aile droite du parti est hostile à la poursuite de cette alliance. Et la guerre civile éclate en Chine, entre le parti nationaliste et les communistes. Elle se terminera seulement en 1949. 34-35, c'est la Grande Marche. Les communistes sont repoussés vers le centre de la Chine par le Kuomintang et Mao crée des zones libérées et il s'impose peu à peu comme le chef incontesté des communistes chinois. Fin 1935, les troupes communistes sont de nouveau intégrées à l'armée nationale révolutionnaire pour lutter contre l'invasion japonaise qui commence de façon non officielle. En 1936, les troupes communistes s'installent à Yan'an, dans les montagnes. En 1941, nouvel affrontement avec le Kuomintang. Après la capitulation japonaise, la guerre civile reprend jusqu'en 1949. Et quand les communistes prennent le contrôle de Pékin, le 1er octobre 1949, ils proclament la République populaire de Chine. Chiang Kai-shek s'enfuit à Taïwan, proclame à Taipei, capitale provisoire, la République de Chine. Alors, je viens à 1942, quelque chose de très important dans l'histoire de la littérature chinoise au XXe siècle. C'est le discours de Mao à Yan'an. Mao, qui est-il? C'est un fils de paysan aisé du Hunan. Il reçoit une éducation traditionnelle, puis obtient un diplôme à l'école normale de Changsha, au Hunan, en 1918. Et voilà ce qu'il raconte, ce qu'il dit en 1936 de ce qu'il ressentait à cette époque-là. En ce temps, se souvient-il, mon esprit était un curieux mélange de libéralisme, de réformisme démocratique et de socialisme utopique. J'avais une passion plutôt vague pour la démocratie du XIXe siècle, pour l'idéalisme des utopistes et pour le libéralisme à l'ancienne mode. Et j'étais franchement antimilitariste et anti-impérialiste. Il était aussi un peu anarchiste. Il assiste à Pékin au mouvement de mai 19, s'inscrit à l'université, adopte les idées du mouvement étudiant, rejette la culture classique et l'impérialisme. Donc il étudie les idées anarchistes, les théories communistes et marxistes. Il est d'abord mis à l'écart au sein de la hiérarchie du parti et il finit par s'imposer. En 1941, à Yan'an, il entreprend déjà, à peine installé, un mouvement de rectification du style d'écriture, pour les écrivains et les artistes, et cela se poursuivra jusqu'en 1945. Son intervention aux causeries sur la littérature et l'art à Yan'an, en 1942, impose aux écrivains et aux artistes de s'aligner sur les positions idéologiques du parti. C'est vraiment très important. Il s'agit de populariser l'art et la littérature et de les mettre au service du peuple, c'est-à-dire des ouvriers, des paysans et des soldats. La littérature et l'art sont subordonnés aux politiques. Et en plus, Mao affirme qu'ils seront toujours pour le réalisme socialiste. Alors, le réalisme socialiste restera le courant majoritaire de la littérature chinoise jusque vers la fin des années 80. La prédominance du concept de réalisme socialiste et de la théorie du reflet qui l'accompagne sera assurée par une langue de bois codifiée, interdisant toute forme d'expression individuelle. De nombreux auteurs cesseront d'écrire, Shen Songwen, dont on a parlé tout à l'heure. Par ailleurs, la traduction des ouvrages marxistes russes contribueront à dénaturer la langue chinoise. Ça, c'est très important, parce qu'on avait vu jusqu'aux années 40 un effort pour créer une nouvelle langue chinoise, et avec les causeries à Yan'an, le diktat imposé par Mao, à ce moment-là, tout s'arrête. Tout sera recommencé après. Ensuite, il y a le rapprochement avec l'URSS, donc, qui battra de l'aile assez vite, parce que Mao reprochera à Khrouchtchev certaines choses, dont la coexistence pacifique. Et en 1960, c'est la rupture. Alors, ça, je passe très vite là-dessus, parce que je pense que c'est un peu connu. Ensuite, il y a toute une série de campagnes de rectification. Les écrivains, suite à la prise de position de Mao, sont soumis à des pressions idéologiques. Il n'y a plus que 2 maisons d'édition qui ont le monopole de la diffusion des œuvres. Vous imaginez la censure que cela peut être. Plusieurs campagnes de rectification sont menées. Les intellectuels sont persécutés. La campagne anti-droitier va durcir la répression. À la fin de 1956 et au début de 1957, on lance la campagne des sans-fleurs. Mao lance cette campagne en disant il faut laisser aux gens la possibilité de s'exprimer. Bon. En fait, il s'agirait, soi-disant, de recueillir des critiques pour améliorer ce qui ne va pas. Mais vu l'ampleur
le débordement de critiques auquel ça a donné lieu, Mao renverse la vapeur et ce sera la lutte anti-droitier. Ai Qing, de même que Wang Mang, Liu Binyan et bien d'autres, qui essaient de dénoncer les aspects sombres de la société, vont être critiqués, envoyés dans des régions en marge de la Chine pour travailler dur. Batin, lui, participe à la campagne, mais du côté du pouvoir. La révolution culturelle qui commence en 1966 accentue la censure. Seules les œuvres modèles révolutionnaires seront autorisées. Il y en a 8 au début, 18 à la fin 1976. Ai Qing sera critiqué de nouveau pendant la révolution culturelle. Batin aussi, Lao-she aussi. Gomojo, non, parce que Gomojo est d'accord avec le nouveau mouvement, il fait son autocritique et il échappe à la purge. Les intellectuels voient leur bibliothèque confisquée par les gardes rouges et certains sont doublement condamnés, ils avaient été déjà condamnés en 1958, d'autres sont condamnés pour la première fois et sont envoyés dans des écoles pour cadres, entre guillemets, ou travailler dur à la campagne. Alors, pendant ce temps-là, il y a quand même une littérature qui existe en Chine. Elle est créée par les poètes. C'est une littérature non officielle. Ce sont ces jeunes gardes rouges qui ont été envoyés par Mao dans les campagnes pour apprendre auprès des paysans. On leur a dit qu'ils étaient l'avenir de la Chine. Ils ont vite déchanté. Et pour échapper à la chape de plomb du langage maoïsant, ils se sont mis à écrire dans la clandestinité. Et ils ont fait circuler, sous le manteau, les livres confisqués lors des séries, des saisies à domicile. Ils ne sont pas idiots. Ils sont allés prendre des livres, ils ont pris des bibliothèques en disant que c'était des œuvres réactionnaires, mais ils les ont gardées pour eux. Et après, ils les ont fait circuler entre eux. Donc, ils ont des livres quand même à leur disposition. Et il y a aussi ce sont des ouvrages à diffusion interne qui étaient réservés aux cadres. Et ils comportaient beaucoup de traductions des années 60 d'œuvres littéraires occidentales, des œuvres de l'époque classique et romantique, mais aussi des œuvres modernes. Donc les jeunes instruits ont donc pu avoir accès à une autre langue que celle des œuvres de propagande ou des traductions des canons marxistes russes et aux idées ainsi véhiculées. Lors d'une conférence publique, le poète Dodo racontait que ce qu'il avait mis sur la voie de l'écriture avait été à cette époque la lecture de 9 poèmes de Baudelaire en traduction. Que ce soit au début du siècle ou après la mort de Mao, dans les deux cas, le renouveau littéraire est le fait des poètes, et qui plus est d'une génération de poètes, car c'est aussi une génération de poètes qui prend la plume dans les années 70, avant même la chute du régime. Ils ont les mêmes revendications que leurs aînés au début du siècle, l'importance accordée à la subjectivité, à l'image personnelle. Quand ils rentrent dans la capitale, ils se retrouvent dans des salons, échangent leurs écrits et les traductions des livres étrangers qu'ils possèdent. Les poètes Beda et Manque créent la revue littéraire Aujourd'hui, en décembre 1978. Elle est affichée sur le mur de la démocratie à Pékin jusqu'à la fin 1979. Il existe d'innombrables revues semblables dans toute la Chine, phénomène analogue à ce qui s'était passé en 1919. Il faut aussi noter que cette nouvelle vague artistique ne concerne pas seulement la poésie, mais aussi la peinture et la photographie. Mais la politique des revues officielles se libéralisant, leurs pages seront très vite ouvertes à des poèmes déjà publiés dans Aujourd'hui. Et ce sera le début d'une polémique au début des années 80 sur ces nouvelles poésies qualifiées d'obscures par la critique officielle. C'est un peu terrible de devoir... Oui, alors là j'avais mis... Oui, alors vous ne l'avez pas dit, mais Mao, qui critiquait tellement, était quand même très féru de littérature classique. Et il est connu pour sa poésie classique. Il a écrit des poèmes sur les canons classiques tout à fait traditionnels et des bons poèmes avec des idées nouvelles. Mais bon, il ne les a pas écrits en poésie, en littérature, enfin en langue baïrois, il les a écrits en langue classique. C'est quand même un grand paradoxe, je trouve. Voilà. Donc vous avez les causeries à Yan'an et un exemplaire calligraphié à la façon ancienne. Alors, deux textes sont importants pour cette nouvelle littérature qui existait sous le manteau. D'abord, un recueil de nouvelles qui a été compilé par un traducteur, Hervé Denez, sous le titre « Le retour du père ». Ces récits montrent la détresse des jeunes gens qui reviennent en ville après ce séjour forcé auprès des paysans. Ils n'ont pas pu poursuivre leurs études et ils sont employés dans des postes de manutentionnaires, quand ils en trouvent un. Ce fut le cas pour Beda, qui travailla longtemps sur un chantier. Alors, Beda a écrit un roman qui s'appelle Vague, Baudon. Il l'a écrit dans les années 70, il l'a terminé en 1974,
Il sera publié en 1978 dans la revue clandestine Aujourd'hui, puis en 1980 dans une revue officielle. Le récit est très nouveau. Il avance, non pas, c'est pas une histoire qu'on raconte comme ça du début à la fin, il avance grâce au monologue des personnages et au dialogue que ceux-ci rapportent. Plutôt que de s'attacher à une histoire, l'auteur préfère brosser des atmosphères, des états d'âme, les vagues des émotions et des sensations. À la fin du roman, les scènes se succèdent sur un rythme accéléré. Nous sommes loin de la tradition du réalisme socialiste qui prévaudra bien après l'apparition du roman encore. Beda montre de façon plus subtile que ne le feront les genres littéraires officiels qui apparaîtront après 1976 comment le système politique et social avait aliéné les individus au plus profond de leur être, empêchant toute communication entre eux. Beda n'avait pas lu Virginia Woolf, parce qu'on peut penser à Vague de Virginia Woolf. Je lui ai posé la question plusieurs fois, il m'a toujours confirmé qu'il n'avait pas lu, et donc c'est assez étonnant qu'en 1970, lui, il s'est arrêté à la fin du lycée. Alors, il avait lu, oui, il m'a dit qu'il a lu La nausée de Sartre et Le château de Kafka. C'est assez étonnant d'avoir ce texte vague. À cette époque-là, une littérature qui vit dans la clandestinité, avec un très jeune homme qui n'a pas fait d'études, même pas fini ses études secondaires, et qui arrive à un texte comme ça. Bon, il y a des aspects périls, parce que c'était une œuvre de jeunesse, c'est quand même assez étonnant. Alors, après 1976, il y a un nouveau contexte politique, économique en Chine, puisque la Chine s'ouvre sur le plan économique avec toute une série de réformes et ouverture, tel était le slogan, mais ces réformes se feront par bond, et elles sont agrémentées de toutes sortes encore de répression politique. Ça, il faut le souligner, parce que c'est quand même le leitmotiv du XXe siècle. En 1979, le mouvement démocratique du printemps de Pékin est stoppé, il y a une répression. Octobre 82, il y a une campagne contre la pollution spirituelle, notamment contre l'existentialisme. Le roman de Beda a été accusé pour ce roman de prôner l'existentialisme, qui est une pollution spirituelle pour la jeunesse chinoise. Et en 86, à nouveau, les étudiants demandent la démocratie. Le mouvement est réprimé. En 87 aussi, en 88, et on arrive à juin 89. Donc, ceci dit, les réformes économiques avancent et l'ouverture sur le monde se poursuit. Alors, il y a eu un courant juste après la 76, après la révolution culturelle, qui s'appelle littérature des cicatrices, la littérature des plaies. En fait, c'est une littérature de trauma. Je vais essayer de résumer très vite. Il y a eu énormément d'écrits, d'écrivains, de jeunes écrivains surtout, qui ont surtout des jeunes envoyés à la campagne pour travailler auprès des paysans, qui ont raconté, qui ont dénoncé ce qu'ils avaient vécu. Et on a encouragé ce mouvement parce que c'était une forme d'attaque contre le maoïsme. À l'époque, le maoïsme était un peu mis en rencard pour promouvoir les réformes et l'ouverture. Et ensuite, ils ont poussé la réflexion très loin. Donc, on leur a dit, arrêtez, ça s'appelle la littérature des cicatrices et des plaies. On leur a dit, arrêtez de vous gratter là où ça vous démange, il faut être plus constructif. Donc, la littérature commençait à pointer le nez. Voilà. Mais en fait, cette littérature de trauma était très proche du reportage. Elle exposait les faits tels qu'ils s'étaient passés, les dénonçant sans chercher à creuser les causes de l'aliénation de la société. Alors, les écrivains qui vont suivre s'attireront des critiques pour avoir poussé justement très loin cette réflexion. Donc, on arrive à une troisième rencontre avec les littératures étrangères, la vague des traductions, qui se fait au tournant des années 80. Et à ce moment-là, c'est vraiment tous les courants de pensée du monde qui déferlent sur la Chine. Et je vous le disais, en 10 ans, les Chinois vont avaler tout ce qui a été écrit sur le plan de la pensée ou en littérature dans le monde les 50 dernières années, de 42 à 76, en gros 80. Alors, je vais parler de Gao Xingtian, parce que le premier Nobel de littérature en langue chinoise. Donc, il l'a reçu en 2000, et pour avoir ouvert des voies nouvelles à l'art du roman et du théâtre chinois. Gao Xingtian est diplômé de français de l'Institut des langues étrangères de Pékin. Il a traduit beaucoup. Il a traduit, quand il était en Chine, Ionesco, Prévert, Michaud. Lors de la Révolution culturelle, il est envoyé pendant 6 ans en camp de rééducation. En 1981, il a écrit un essai sur l'art du roman, inspiré
un petit peu par le groupe tel quel français. Et sur des prises de position qui n'entrent pas du tout dans le cadre du réalisme socialiste, qui était encore le courant principal dans la littérature et les arts. Entre 1980 et 1987, il publie nouvelles, essais, pièces de théâtre. Ces pièces sont condamnées ou carrément interdites de représentation. Donc, en 1987, il pense qu'il n'a plus de choses à attendre de la Chine, il s'exile, il obtient l'asile politique en France. Alors, je voudrais vous parler de La Montagne de l'âme, roman écrit entre 1982 et 1989, un gros roman, commencé en Chine, terminé à Paris, qui utilise à la fois certains ingrédients du roman traditionnel chinois, récits de voyage, notes au fil de la plume, exploitation de légendes, visions oniriques, et aussi ceux du nouveau roman occidental. Le narrateur-écrivain essaie d'atteindre un pays inaccessible, préservé de la poussière du monde. Mais la piste de l'intrigue est brouillée par l'emploi de nombreux pronoms personnels, je, tu, il, elle. L'emploi de tous ces pronoms personnels s'inscrit contre la valorisation du nous de l'époque communiste. Il n'y a pas d'intrigue, l'auteur joue sur les monologues intérieurs, mène plusieurs fils narratifs, la quête de ce lieu mystérieux, l'histoire d'un amour tout autant chargé de mystère. Alors, Gao Xingtian m'avait donné son livre quand il l'a publié juste après, et moi j'avais été un petit peu déroutée par justement ces pronoms personnels employés comme ça pour les dialogues, et je me disais, oh, c'est des dialogues à la Duras, etc. En fait, je l'avais lu assez vite en chinois, et enfin assez vite même, et bon, en fait maintenant je regrette parce qu'en le relisant, c'est vraiment un très très beau livre. Alors c'est vraiment un livre initiatique même, mais pour l'emploi des pronoms personnels et du côté un peu décousu des dialogues, je vais quand même vous lire un extrait. C'est à la page 253 du livre. Tu dis que tu as fini de raconter ton histoire, tel le venin du serpent Chi, la vulgarité et la laideur en moins. Mieux vaut pour toi écouter des histoires de femmes ou des histoires que les femmes racontent aux hommes. Elle dit qu'elle ne sait pas raconter les histoires, qu'elle n'est pas comme toi qui peut parler à tort et à travers. Ce qu'elle désire, c'est la vérité, une vérité sans phare, la vérité des femmes. Pourquoi la vérité des femmes ? Parce que la vérité des hommes n'est pas celle des femmes. Tu es de plus en plus étrange. Pourquoi ? Parce que tu as obtenu ce que tu voulais, et vous, les hommes, tout ce que vous obtenez, vous vous en désintéresserez. Eh bien, tu reconnais aussi qu'en dehors du monde des hommes, il y a le monde des femmes. Ne parle pas des femmes avec moi. De quoi alors ? Parle de ton enfance, parle de toi. Elle ne veut plus écouter tes histoires. Elle veut connaître ton passé, ton enfance, ta mère, ton vieux grand-père. Quand même les détails les plus infimes, tes souvenirs quand tu étais encore au berceau. Elle veut tout savoir sur toi, sur tes sentiments les plus cachés. Tu dis que tu as déjà tout oublié. Elle veut justement t'aider à retrouver tes souvenirs, à te rappeler les faits et les gens que tu as oubliés. Elle veut flâner avec toi dans ta mémoire, pénétrer au plus profond dans ton âme, revivre avec toi ta vie passée. Voilà, un extrait du roman. Alors, je n'ai plus beaucoup de temps, j'ai presque plus de temps. Je vais vous parler, donc je fais l'impasse sur plein de choses, sur Han Xiaogong, et je vais vous parler de Mo Yan, maintenant, le deuxième Nobel, non ? Donc, je vous signale quand même qu'il y a un courant très important qui s'appelle le courant des racines, et qui est d'une recherche, Han Xiaogong, qui est une recherche qui est un peu contre l'Occident, enfin, qui prend du recul par rapport à l'occidentalisation, en cours dans les années 80-90, et qui essaye de retrouver les sources de la littérature chinoise, de la civilisation chinoise. C'est pourquoi on l'appelait la quête des racines. Donc ça, bon, je passe là-dessus. Je vous parle maintenant de l'autre Nobel. Alors, Mo Yan est un auteur un peu atypique. C'était un paysan au départ qui n'a pas fait d'études. Il a arrêté l'école primaire à 8, 9, 10 ans, je ne sais plus, et il était paysan, donc il gardait les vaches et les moutons. Après, il a travaillé dans une usine, et la seule façon pour lui de s'en sortir, non, ça je laisse tomber. Voilà. La seule façon pour lui de s'en sortir, c'était d'essayer d'entrer dans l'armée. Après plusieurs essais infructueux, il a réussi la 3e fois, alors qu'il avait presque atteint l'âge limite, d'entrer à l'armée, et là, on s'est aperçu très vite qu'il avait des potentialités. En fait, il avait travaillé tout seul, c'est un autodidacte. Il avait fait tout le programme du lycée à la maison, en gardant les vaches. Et donc, on l'a mis comme instructeur à l'armée. Il a été nommé instructeur. Et ensuite, il a pu accéder à la bibliothèque. Alors lui, qui n'avait
pas pu avoir accès, il avait très peu de livres à sa disposition. Quand il est entré pour la première fois dans une bibliothèque, il a dit « Oh, que de livres !» Certains ont dit que d'eau, mais lui, il dit « que de livres !» Et là, c'était pour lui, il a commencé à lire énormément. Et voilà. Ensuite, il a pu faire des études supérieures, passer un mémoire de maîtrise et se faire connaître très vite par ses écrits. Alors, ce qui a la base de son écriture, c'est quand même son enfance. Il dit toujours que son enfance malheureuse, les brimades politiques qu'avait sa famille, la faim, parce qu'il avait 4 ans pendant la grande famine de Chine, 4-5 ans, et en fait il se trouvait laid, et puis il était un peu brouillon, polissant, donc cette enfance meurtrie l'a vraiment... Bon, c'est une des causes qui l'a poussé à écrire. C'est aussi son pays. Il est très attaché à son pays natal, Gaomi. C'est devenu, comme il l'appelle, son royaume des lettres. Et puis ensuite, le manque de livres aussi. Du coup, il avait un appétit de savoir, il a voulu écrire, etc. Donc, il a écrit... moi, il y a quelques livres que j'aime beaucoup, donc je vais vous les... Le radis de cristal. Le radis de cristal, en fait, c'est la carotte transparente en chinois. Troming de Honglobo. C'est un tout petit livre. Ça parle d'un enfant autiste qui a du mal à communiquer avec les gens, mais qui communique avec le monde d'une façon merveilleuse. C'est vraiment un très beau livre, très bien écrit. Et c'est une très bonne entrée en matière dans l'œuvre de Moyenne, je trouve. Parce que l'enfance est toujours présente dans son œuvre. Et dans son œuvre, il y a toujours un enfant qui est là pour tirer le roman, pour le faire avancer. Alors, ensuite, il y a une nouvelle que j'aime beaucoup, mais je n'aurai pas le temps de la lire. C'est La rivière tarie, c'est aussi sur l'enfance. Cette nouvelle, il l'a écrite après la rencontre, après avoir lu Le bruit et la fureur de Faulkner. Le bruit et la fureur de Faulkner l'a vraiment impressionné. Et moi, je ne savais pas ce fait-là quand j'ai commencé à la traduire, quand j'ai lu cette nouvelle. Et c'est vrai, on sent l'influence de Faulkner. Enfin, c'est pas copié, c'est quelque chose qui nourrit, qui est au fond de ce texte. Et voilà, c'est une très belle... Donc ça, et puis l'autre auteur qui l'a influencé beaucoup dans son écriture, c'est Garcia Marquez, 100 ans de solitude, avec son pays natal... Enfin, c'est même pas c'est pas un vrai topos, Macunda. Donc, Moyenne s'est beaucoup inspiré de ça. Et ce qu'il recherche chez les écrivains étrangers, c'est leur mode d'observation de la vie et leur point de vue sur le monde, c'est ça qui l'intéresse. Lui, il veut peindre l'âme humaine, même les aspects les plus sombres. Donc, voilà. Et il se renouvelle tout le temps. Il a jamais, sur le plan de la forme, il change tout le temps de forme. Donc, c'est assez incroyable. Et c'est une écriture qui est marquée par le contraste. On peut avoir une violence inouïe et 2 lignes plus loin, quelque chose de très tendre, de très poétique. C'est vraiment dit. Bon, il a eu le prix Nobel parce qu'on lui a dit on a récompensé son talent de conteur, et c'est un conteur incroyable, parce qu'il peut transférer des digressions dans ses récits. Des fois, une petite nouvelle, il y a 10 pages de digression, je dis non, mais là, il exagère, c'est pas possible. Et en fait, quand on finit la nouvelle, on se dit, bah oui, mais s'il n'y a pas ça, c'est plus la nouvelle. En fait, ça creuse en profondeur, ça fait une profondeur au récit, et c'est assez incroyable. Et puis, des fois, il a 5-6 fils narratifs ensemble, mais il s'y retrouve à la fin, il retombe toujours sur ses pieds, donc c'est assez incroyable. Alors, il a été très critiqué, on lui a reproché il s'appelle Moyenne. Moyenne, c'est le surnom qu'il s'est donné. Enfin, il a repris ça. Parce que quand il était petit, il était trop bavard. Sa mère lui disait, tais-toi, tu vas nous porter malheur. Parce que parler trop en Chine, c'était dangereux à cette époque. Donc, Moyenne, ça veut dire ne pas parler, ne parle pas. Donc, on lui a reproché, quand il a eu le Nobel, encore plus, on lui reproche le non-dit. C'est-à-dire que ça, ce sont les dissidents où il n'en dit pas assez. Il est trop, parce qu'en plus, comme il est vice-président de l'Association des écrivains chinois, il est dans une position un peu compliquée. Donc, donc on lui reproche ça, de ne pas dire ouvertement. Et s'il dit trop, c'est fini, il ne pourra plus écrire. Et il y en a qui disent qu'il en dit trop, qu'il est trop bavard. Donc, voilà. Mais entre le trop dit et le non dit, je crois que Moyenne sait choisir une attitude justement très habile,
C'est-à-dire, c'est toujours celle des écrivains chinois. Quand il y avait la prison des lettres, dans la Chine classique, les Chinois y allaient par l'allusion, le biais. Hein, on contourne pour éviter d'être... Alors chez Moyenne, effectivement, il y a de l'allusif, de l'indirect. Alors surtout l'humour. L'humour est aussi une façon d'avancer masqué. Hein. Aussi le brouillage entre les valeurs. Il brouille le bien et le mal, il brouille le réel et le fantastique. Donc en fait, on ne sait plus très bien où on en est. Est-ce qu'on est dans le réel? Est-ce qu'on est dans l'irréel? Est-ce qu'on est dans l'imaginaire? Et le grotesque aussi, hein, l'hyperbole. Tout ça, ce sont des pratiques littéraires qui lui permettent de contourner la critique. Et en fait, moi je trouve qu'il est quand même subversif, qu'il dit beaucoup de choses. Et voilà. Donc, il dit lui-même ce qu'il veut arriver à créer, en fait, pour le lecteur, c'est le défamiliariser. Par la déformation de la réalité, défamiliariser le lecteur. Donc il joue là-dessus, et c'est par ça qu'il arrive à quand même exprimer, au moins critiquer la société. Donc voilà, je suis désolée, j'ai un petit peu écourté certaines choses. Donc, alors, dire quand même que le réalisme du socialiste, en Chine, c'est plus le courant majoritaire. Maintenant, pour faire une petite conclusion rapide, maintenant les écrivains, comme partout, écrivent. Ils ont leur propre voix, V-O-I-E, et voix V-O-I-X, c'est-à-dire qu'ils écrivent chacun à sa propre personnalité. C'est de plus en plus le cas, et c'est surtout vrai pour les poètes. Et en plus, maintenant, en Chine, il y a la littérature sur le net qui prend une grande importance énorme, et des genres nouveaux qui s'inspirent des mangas japonais, des romans de KPDP, de la science-fiction, tout ça, ça foisonne. La censure, jusqu'à maintenant, y était moins sévère. On peut se demander aussi quelle va être, mais le même problème qu'en France, quelle va être la place au sein de la littérature chinoise, de la littérature sur papier. Hein. Comment va évoluer la littérature chinoise parce que c'est une littérature, surtout chez les jeunes, qui prend une importance immense. Donc voilà, c'est juste une petite question que je vais poser à la fin. Et ceci dit, il y a encore des écrivains. Moyenne n'écrit pas là. Moyenne, il a écrit des pièces de théâtre. D'ailleurs, là, je traduis un scénario qui va être joué en France l'année prochaine. Et on attend toujours son gros roman. Je ne sais pas, il a peur peut-être qu'on l'attende au tournant, parce qu'il a peur peut-être de démériter par rapport au prix qu'il a reçu, je ne sais pas. Ou bien est-ce qu'il a peur d'être critiqué, d'être censuré, parce qu'en Chine, en ce moment, c'est un peu difficile, je crois. Ça commence à devenir un peu plus difficile. On ne sait pas. Je sais que c'est un roman sur la guerre. C'est un thème qui le travaille depuis longtemps, depuis une quinzaine d'années. Dès qu'il est arrivé à l'armée, il a voulu, parce qu'il a trouvé qu'en Chine, on ne savait pas écrire sur la guerre. Et parmi les écrivains russes qui l'ont beaucoup influencé, il y a Shokholov et le don paisible. Et ça l'a inspiré longtemps. Au début, dans ses premières créations, on reconnaît la patte l'influence de cet auteur russe. Et écrire sur la guerre, c'est quelque chose vraiment qui l'a intéressé. Et je ne sais pas où il en est. Il peut très bien, en 2 mois, nous écrire un pavé comme ça, dans la mesure où il y a réfléchi si longtemps. Donc après, il faudra le traduire le plus vite possible. Voilà. Bon, s'il y a quelques questions, je suis désolée, hein, j'ai un petit peu abrégé, mais je pensais... Puis j'aurais voulu vous lire des textes de Moyenne, je n'ai pas le temps, donc je vous recommande d'aller lire. D'abord, Le Radis de cristal, et puis Enfant de fer, je trouve que c'est aussi un recueil de nouvelles sur l'enfance. Il y a dedans des nouvelles qui sont vraiment tellement belles que je trouve que ça vaut la peine de lire celui-là aussi. Je passe quand même à les quelques autres textes. Je crois qu'après c'est fini. Oui, donc, alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Moi, je voudrais savoir comment s'écrit le nom de la langue vernaculaire chinoise dont vous aviez parlé plusieurs fois. C'est Bai Hua. Bai, c'est blanc. Non, mais comment ça s'écrit avec des B-A-I, lettres françaises? B-A-I. Ah oui, j'aurais pu faire un petit glossaire. B-A-I? J'ai H-U-A. Bai Hua. H-U-A. Plus loin, H-U-A. Bai Hua. Ah oui, mais pour nous, c'est pas évident. Non. Merci. Et ça c'est opposé à Wen Yen, la langue lettrée. Wen Yen, W-E-N, plus loin, Y-A-N. Y-A-N.
Wen Yen, voilà. Je voulais savoir l'influence de la philosophie chinoise sur la littérature. Est-ce qu'il y a une influence directe? C'est Merci. la littérature chinoise. Mais oui, mais ça c'est un sujet de toute une vie d'études, bien sûr. Mais oui, il y a eu toujours... alors, le confucianisme, n'en parlons pas, puisque c'est le confucianisme quand même qui dictait l'orthodoxie. Donc, je vous disais que le roman n'était pas un genre, c'était un genre mineur. En chinois, le roman, ça se dit menu propos. C'était des propos anodins, c'était des anecdotes. Parfois, on les trouvait en appendice des histoires dynastiques. Ensuite, il y a eu des conteurs populaires. Bon, mais donc, le roman n'était pas apte à véhiculer les idées nobles. Ça, c'est évident. C'était la poésie classique. C'était aussi, la prose était divisée. Il y avait énormément de types de prose, une quinzaine. Hein, et c'était donc, c'était des genres nobles. Le reste, non. Le roman, non. Bon, il y a eu de très grands romans, ce qui n'empêche qu'il y a eu des romans en langue lettrée et en langue plus vernaculaire. Alors, ensuite, il y a le taoïsme. Le taoïsme a énormément influencé la culture chinoise et la littérature. Donc et le bouddhisme. Quand le bouddhisme est introduit en Chine, et quand les canons bouddhiques sont introduits, on va voir apparaître en Chine un genre littéraire qui s'appelle bianwen, la langue transformée. Donc c'est des histoires qui sont écrites à la façon des contes bouddhistes, dans une langue beaucoup plus populaire. C'était la première rencontre de la Chine avec une littérature étrangère. Et après, je vous ai dit, il y a eu celle avec l'Occident au 19e, et ensuite en 80 avec les traductions. Mais en fait, tout ça, enfin, les auteurs selon leur sensibilité, selon leur... Mais vous savez, le confucianisme, il y a eu le néo-confucianisme. À Taïwan, il y a une école néo-confucianiste très importante, avec des penseurs qui ont beaucoup écrit. Donc, automatiquement, ça influence les auteurs. Bon, le taoïsme, peut-être parce que... Mais le bouddhisme aussi, hein. Le taoïsme, parce qu'il y a tout un tas oui, il y a beaucoup de choses. C'est ancré dans la mentalité, mais je dirais la religion populaire. Le confucianisme, taoïsme, et il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans la vie quotidienne des Chinois, ce sont aussi dans les coutumes. On les retrouve, donc c'est normal qu'on retrouve la pensée aussi. Hein. Il y a des écrivains qui vont... par exemple, on peut dire que Gao Xingtian, La montagne de l'âme, c'est un récit initiatique. Donc il y a certainement l'influence du taoïsme et du bouddhisme là-dedans. Chez Ran Shaogong aussi, dont je n'ai pas pu en parler. Alors Mo Yen parle beaucoup de bouddhisme, par exemple dans La dure loi du karma, c'est l'histoire d'un propriétaire terrien qui a été fusillé par les communistes et qui se réincarne dans des animaux, dans 5 vies différentes. Après, il se réincarne en homme. Bon, ça, c'est ancré dans la mentalité chinoise, la réincarnation. Bon, ce ne sont pas des théories. Mo Yen dit que le bouddhisme, pour la compassion, oui, parce que Mo Yen, même s'il écrit des choses très rudes, très dures, très violentes, il a une compassion vis-à-vis de l'humain, mais une compassion vraiment bouddhiste. Donc, c'est ça. Alors, c'est peut-être... Mais au niveau de la pensée, non, il n'est pas bouddhiste et il reconnaît qu'il n'a pas spécialement étudié le bouddhisme. Mais oui, il y a le bouddhisme et le taoïsme, mais c'est énorme comme sujet de tout temps. Enfin, dès que ça a influencé, c'est normal. Mais c'était quand même le confucianisme qui était le canon pour la littérature. Alors peut-être pour la littérature, oui, pour la poésie aussi. Alors évidemment, il y a des auteurs qui sont démarqués complètement, qui étaient carrément taoïstes, bouddhistes, qui refusaient d'entrer dans... Mais l'orthodoxie, c'était ça. Après, c'était hétérodoxe. Au niveau de... C'est quand même le confucianisme qui est l'orthodoxie. Parce que c'était la religion, c'était une doctrine qui était au service du pouvoir, de l'empereur. Alors que le reste, c'était plutôt de relever de la liberté individuelle. Donc après, libre à chacun d'écrire ce qu'il voulait dans des rouleaux qu'il présentait dans sa grande manche de lettrés à ses amis. Si ce n'était pas dans l'orthodoxie, on ne publiait pas. Enfin, on le faisait lire comme ça aux initiés, enfin, aux petits cercles d'amis. Bon, ceci dit, il y a eu des grandes choses aussi. Le rêve dans le pavillon rouge on retrouve beaucoup de choses du bouddhisme dans le rêve du pavillon rouge. Le fait que, même dans beaucoup d'écrits, que la vie soit une illusion, l'expression la poussière rouge,
hein, pour désigner le monde. Les Chinois l'emploient quand même très, mais ça vient du bouddhisme. Hein, donc il y a une grande influence à la fois sur les personnes ordinaires et aussi au niveau de la pensée. C'est clair. Mais si on veut recenser, c'est énorme, c'est énorme. Pardon. Oui, voilà. Je crois qu'on peut pas. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Que j'ai pas traduit? Il y en a beaucoup que j'ai pas traduit. Hélas. Déjà, vous savez, j'ai pas le temps de lire. Maintenant, j'arrive à ne lire plus que ce que je traduis. Mais François Chêne, il est écrit en français. Ah oui, bah oui. Mais Gansintien aussi écrit. Ah bah oui, bien sûr. Oui, bon, bien sûr. Mais là, oui, c'est vrai. Mais je connais très bien François Chêne. Il a été mon professeur de poésie classique à la vieille Sorbonne, et c'est grâce à lui, parce qu'en fait, moi, je suis pas tellement. Enfin, mon domaine au départ, c'est la poésie classique et la poétique ancienne. Hein. Donc c'est lui qui m'a poussé dans cette voie-là. Et à l'époque, on a souvent été très proches. Maintenant, il est académicien. Moi, je le vois moins. Enfin, bon, mais c'est vrai que je le connais bien. Apparemment, je ne connais pas trop, mais apparemment, il y a plus d'hommes connus que de femmes écrivains. Apparemment. Bon, il y a beaucoup de poétesses. Il y a énormément de poétesses. Dans l'histoire de la Chine classique, il y a énormément de poétesses. Mais c'est vrai que les femmes... Enfin, c'est normal, les écrivains étaient des lettrés. Donc, ils profitaient de leur statut de lettrés pour écrire. Donc, c'était des écrivains lettrés. Les femmes n'avaient pas accès au mandarinat. Donc, si, il y a eu des grandes poétesses à l'époque des Song. Moi, j'ai travaillé sur... J'ai fait ma thèse sur Li Qingzhao, qui est une poétesse du XIe siècle. Il y a Zhu Shuzhen aussi. Il y en a énormément, sous les Qing aussi. Et puis, il y a des poétesses à l'heure actuelle. Il y a des romancières aussi à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que, bon, il se trouve que les Nobel, ceux qui ont obtenu le prix Nobel, c'est deux hommes. Voilà. Bien que François Tchang, pour reprendre, me disait toujours, mais nous les hommes, nous sommes de la boue, et vous les femmes, vous êtes de l'eau. Ça vient du Ronlement, d'un poème du Ronlement. Mais c'est bon. C'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Là, on a fait venir 2 femmes poétesses pour le Printemps des poètes, avec l'Institut Confucius. Ah oui, ben oui. Non, il y en a, mais si, il y a eu beaucoup de. Mais même dans cette poésie qui est apparue autour de Beida, Manque et tout ça, il y a beaucoup de poétesses. Il y a une poétesse qui était très connue, bon, mais qui est un petit peu maintenant. Elle est moins d'actualité, c'est déjà un peu passé. C'est Shooting, elle a été très, très, très importante à l'époque, parmi les jeunes poètes qui ont révolutionné et la langue et l'écriture poétique chinoise dès 1970. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de poétesses actuellement en Chine. Il y a une poétesse qui est très, très grande. Jia Yongming, par exemple. Jia Yongming, elle est dans la Pléiade. Quand on m'a demandé de faire le XXe siècle, j'ai mis Jia Yongming. C'est la seule. Les autres, peut-être une autre, mais j'avais 90 pages pour tout le XXe siècle, pour la poésie, donc c'était difficile. Et pour la période actuelle, contemporaine, il fallait être sûr que dans 30 ans, on le lisait encore. C'est ça, la Pléiade. Donc j'ai quand même tenu à ce qui est... D'abord, c'était une évidence pour moi. Hein. C'est une grande poétesse, Jia Yongming. Pardon. Bonjour madame, Oui. Je crois que vous avez la préférence pour traduire les romans chinois qui racontent l'expérience ou la vie d'enfance. Donc est-ce que vous avez décidé à traduire le roman dans un prochain jour ou à quel roman vous voulez traduire? Par exemple, 城南旧事 ou 呼兰河传, si vous avez décidé ou traduire? Je sais pas, Mulan. Oui. Qui est allé à la Grande Muraille. Non, en fait, moi j'aime beaucoup Ah, Xiaorong. Moi, j'accroche pas trop sur Xiaorong, en fait. Non, c'était au Royaume du Capes, une année où j'étais dans le jury, je me rappelle. Mais j'ai ses œuvres, mais non, c'est pas. Voilà, vous savez, on a des coups de cœur. Hein. En général, je traduis quand même ce que j'aime. Il m'est arrivé de traduire des choses. Bon, on m'a demandé de traduire, je traduis.
Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, je crois que, j'aime beaucoup même en français, ce qui a trait à l'enfance. Donc c'est peut-être aussi Moyenne, c'est peut-être aussi ce qui m'a. Et puis en plus, Moyenne a gardé les vaches. Et moi aussi, quand j'étais petite, j'ai gardé les vaches. Donc ça fait un lien entre nous. Merci votre réponse. J'ai une autre question pour vous. Au-delà des romans de Moyenne, d'après vous, pourquoi il est si remarquable aux études de les lectures en français ou sauf que Moyenne, la prochaine romancier qui sera populaire en France, d'après vous, à qui? Le prochain romancier qui sera? Oui, qui sera populaire en France. Populaire en France? Oh oui. Je sais pas. En fait, je vous avoue franchement que depuis quelques années, je n'ai plus le temps de lire ce qui se publie en Chine et je passe mon temps à traduire. Donc et j'accroche pas tellement sur plein de choses qui se... J'ai souvent été déçue. Donc, non, Huroy, oui, je voulais parler d'Huroy parce que j'aime beaucoup. Et Ran Chargon, j'ai beaucoup aimé Ran Chargon quand je l'ai lu à l'époque, Hatchang, tout ça. Mais depuis, j'ai plus beaucoup de temps de lire. Vous savez, c'est un travail, la traduction, surtout du chinois, ça prend beaucoup de temps. Donc, quand vous traduisez un gros roman, vous êtes pris pendant un an et demi. Un gros roman comme cela, là. Bon, des fois, il faut aller plus vite, mais c'est épouvantable parce que vous êtes là 10 heures par jour à travailler non-stop. Vous n'avez pas le temps de lire autre chose. Moi, j'ai pas le temps. Même en français, j'ai pas beaucoup de... Alors, je lis j'essaie de lire un petit peu ce que lisent les auteurs que je traduis. C'est toujours intéressant parce que ça permet de comprendre certaines choses aussi de leur écriture. Donc, pour Moyenne, j'ai lu pas mal des japonais, parce qu'il lit beaucoup la littérature japonaise. J'ai lu tout le Don paisible. J'ai lu Bulgakov, et puis Le Tambour. Bon, il l'a pas lu, mais c'est pas vrai. Il dit qu'il l'a pas lu, mais c'est impossible. Donc, voilà. J'essaye de lire ça, mais j'ai pas vraiment le temps. Et puis, je vous dis, on m'a demandé de traduire Mian Mian à l'époque. J'ai dit, moi, c'est pas ma tasse de thé, donc... voilà, il m'est arrivé de traduire des livres que je n'aurais pas traduits de moi-même. Mais j'évite ça. J'évite ça parce que, non, le travail, on le fait toujours, mais on ne trouve pas le même plaisir à traduire. On essaie de traduire le mieux possible, de toute façon, le mieux qu'on peut. Mais je crois que c'est important de... Puis moi, avec Moyenne, je suis toujours contente, ça me plaît toujours. J'aime bien, je sais pas. Et l'éditrice, c'est pareil. La personne responsable de Seuil, on est toutes les deux. Elle aussi, elle a une enfance à la campagne, donc on est Noël Dutré plus ou moins, donc on est tous un petit groupe comme ça autour de Moyenne. Ça s'est trouvé comme ça, des affinités qui sont étranges, mais c'est comme ça. Et c'est vrai quand puis on aime suivre un auteur aussi, donc moi je suis... Mais vous voyez, Béda, c'est un grand ami que je connais depuis longtemps, je l'ai traduit depuis longtemps ses poèmes, j'ai traduit très tôt son roman Vague, et puis les nouvelles. Je ne sais pas toujours, des fois sa prose, moi j'attends toujours ses poésies, et je ne suis pas toujours attirée par ses proses. Hein. Je le dis franchement, je lui dis aussi d'ailleurs que je préfère ses poèmes. Il a ces poèmes très courts, c'est quelque chose d'incroyable, comme dans la poésie chinoise, c'est contemporaine, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, je trouve. Même en Que, il y en a beaucoup, il y a Hutien, il y en a beaucoup Hutien est très intéressant, et Hutien, il est un peu connu du public français, le poète Hutien. C'est très intéressant. Lui, il travaille dans son monde, il est à part de tout. Il est au sud de la Chine et il écrit selon c'est intéressant sa démarche. S'il n'y a plus de questions, je crois oui. qu'on peut conclure. Et vous remercier beaucoup pour cette présentation passionnante. Bon, écoutez, merci à vous d'être venus. Et je suis désolée, j'avais un peu trop préparé, du coup la fin, ça a été un petit peu précipité. Mais...